Imaginez la scène. Nous sommes au cœur de la bataille la plus terrifiante de l'histoire de l'humanité, l'arc de Koursk. Les chars tigres allemands avancent tel un mur infranchissable, et les légendaires canons soviétiques se révèlent soudain n'être que de la ferraille inutile. Les obus ricochent simplement sur le blindage. Panique, sang, désespoir. C'est à cet instant qu'un sergent soviétique décide de commettre un acte passible d'exécution immédiate devant les troupes, selon les lois du temps de guerre. Il commence à saboter ses propres munitions. On appelait cela du vandalisme. Cela sentait la cour martiale. Mais c'est précisément cette décision insensée, criminelle au regard du règlement, qui a transformé son canon en une chaîne de montage de la mort, calcinant 14 chars lourds en un seul combat. Quel secret mortel cachait 450 grammes de poudre? Et pourquoi fallait-il violer toutes les lois de la physique pour vaincre l'acier allemand indestructible? Regardez jusqu'au bout. Cette histoire bouleversera votre vision du prix payé pour la victoire. Juillet 1943. La terre près de Koursk ne faisait pas que brûler. Elle vibrait, telle la peau d'un immense tambour frappé sans relâche par des milliers de marteaux d'acier. L'air s'était transformé en une suspension épaisse et brûlante de poussière, de suie et d'odeur de cordite consumée. Respirer était impossible, on ne pouvait que s'étouffer. Au loin, dans la brume de chaleur déformant l'horizon, des boîtes grises rampaient. Elles avançaient lentement, avec ce calme effrayant propre aux machines sûres de leur invulnérabilité absolue. L'équipe du canon ZIS-3 se figea. Les hommes s'étaient transformés en extension du mécanisme. Les visages noirs de suie, les vareuses imprégnées d'un sel qui rongeait la peau jusqu'aux ulcères. Le pointeur colla son œil à la lunette panoramique. Il pleurait à cause de la fumée âcre, mais sa main sur la manivelle ne tremblait pas. Ce n'était pas du courage, c'était la mémoire mécanique des muscles, travaillée jusqu'à l'automatisme. « Distance, 600 !» La voix du chef de pièce se brisa dans un râle. « Perforant, de face !» Le chargeur, un garçon d'une vingtaine d'années dont les mains étaient écorchées jusqu'au sang par la culasse, introduisit avec un fracas métallique la cartouche unitaire dans la chambre. La culasse claqua, isolant ce monde de l'amorce prête à libérer la mort. Feu! Le canon divisionnaire de 76 mm tressauta, ses bêches s'enfonçant dans la terre sèche. Le tube recula, absorbant la monstrueuse énergie du recul. Le vacarme frappa les oreilles, coupant l'audition un instant. Mais plus effrayant que le coup de feu fut le bruit qui retentit une seconde plus tard. Ce n'était pas une explosion, ni le bruit sourd signifiant une pénétration. C'était un crissement aigu, strident, le bruit du métal qui capitule. L'obus perforant BR-350, propulsé à plus de 600 mètres par seconde, frappa la plaque frontale du char lourd allemand. La physique du processus, à cet instant, fut impitoyable. L'obus soviétique à tête plate transportait une énergie cinétique suffisante pour défoncer le flanc de n'importe quel char moyen des années précédentes. Mais devant lui se dressait un tigre, 100 mm d'acier crup sémenté. Au point d'impact, le métal de l'obus subit une surcharge dépassant sa limite d'élasticité. Mais le blindage allemand s'avéra plus dur. L'obus ne mordit pas. Il flotta. Son nez se déforma, perdit son énergie et, faisant jaillir une fontaine d'étincelles inutiles, partit en ricochet en hurlant comme une bête blessée. « Ricochet !» hurla le pointeur. Dans sa voix, il n'y avait pas seulement du dépit, mais une terreur animale. « Ça ne perce pas, putain! Ça ne perce pas !» Le char ne ralentit même pas. Le monstre de 60 tonnes continuait de ramper, broyant buissons et terre sous ses chenilles. La tourelle commença lentement, avec la grâce paresseuse d'un prédateur, à pivoter vers la lueur du tir.
Le long tube du canon de 88 mm cherchait sa victime. C'était cette fameuse impasse d'acier à laquelle l'artillerie soviétique s'était heurtée à l'été 1943. Une crise dont les journaux ne parlaient pas, mais que connaissait tout artilleur ayant survécu plus de 3 jours en première ligne. Nos canons, considérés hier encore comme les dieux de la guerre, s'étaient soudain transformés en pétards inutiles. Le ZIS-3, légendaire, fiable, infatigable, était magnifique contre l'infanterie et les véhicules légers. Mais contre le nouveau blindage allemand, il était impuissant aux distances de combat standard. Les statistiques de pertes dans les régiments anti-chars grimpèrent ce mois-là jusqu'au chiffre monstrueux de 30%. Une équipe sur 3 périssait sans avoir eu le temps d'infliger des dégâts significatifs à l'ennemi. Ce n'était pas une guerre de manœuvre, c'était une boucherie, où les uns avaient un bouclier et une épée, et les autres seulement du courage et un règlement qui ordonnait de tirer, même si la physique disait non. « Chargez 500 mètres! Sous-calibré !» criait le commandant, bien qu'il comprît que cela pourrait ne pas marcher non plus. Les obus sous-calibrés étaient rares. On les gardait comme la prunelle de ses yeux. Mais à cette distance, ils perdaient leur vitesse plus vite que les obus standards. Le chargeur se rua vers les caisses. 50 kilos de bois et de métal semblaient impossibles à soulever. Ses doigts glissaient sur la douille. Chaque mouvement coûtait 1 seconde. Et 1 seconde ici valait la vie de toute l'équipe. Le pointeur allemand dans le Tigre travaillait calmement. La poussière ne le gênait pas. Il était protégé par un blindage que les obus russes ne pouvaient mordre. Il voyait sa cible dans une optique excellente. Le petit bouclier du canon soviétique dépassant des broussailles. Pour lui, c'était juste une cible. Une cible d'entraînement au stand de tir. La tourelle du char se figea. L'œil noir du frein de bouche fixa directement l'âme du pointeur soviétique. « Feu !» cria le commandant allemand quelque part à l'intérieur de la boîte d'acier. L'obus du Tigre pesait près de 10 kg. Il volait à une vitesse transformant l'air en ondes de choc. À l'impact sur le bouclier du ZIS-3, l'énergie cinétique de ce monstre ne fit pas que percer les 5 mm d'acier de protection. Elle déchira le métal, transformant le bouclier lui-même en shrapnel, tuant ses propres défenseurs. Le choc fut d'une telle force que le canon fut projeté comme un jouet. Les flèches furent arrachées du sol. Le bouclier éclata et des milliers d'éclats brûlants jaillirent vers l'intérieur, dans la chair des hommes qui, 1 seconde plus tôt, tentaient d'accomplir l'impossible. Bourdonnement. Un sifflement insupportable et aigu dans les oreilles, couvrant tous les autres sons. Le monde bascula. La terre frappa le dos. L'odeur du sang se mêla instantanément à celle du caoutchouc brûlé et du TNT. Le pointeur gisait sur le dos, regardant le ciel qui restait indifféremment bleu à travers les volutes de fumée noire. Il essayait d'inspirer, mais sa poitrine ne répondait plus. Au lieu d'air, un liquide chaud et salé coulait dans sa gorge. Sa main, qui serrait encore la manivelle, gisait désormais séparément dans la poussière, tel un outil oublié. Quelque part à côté, le chargeur criait. Un cri monotone, sur une seule note, virant au gargouillis. Le commandant se taisait. Il n'existait plus. Un impact direct d'obus explosifs dans la culasse ne laisse aucune chance à un objet biologique. Le Tigre, dans un cliquetis de chenilles, passa devant le canon déformé. Il ne prit même pas la peine d'achever les survivants à la mitrailleuse. Pourquoi gâcher des munitions pour des déchets? Le char continuait sa route, s'enfonçant dans la défense, là où des milliers d'autres équipes comprenaient avec horreur. Leur arme était obsolète. Leur doctrine ne fonctionnait pas. Leur vie n'était que du temps qu'il fallait gagner, en attendant que quelqu'un à l'arrière invente comment briser cet acier allemand maudit.
L'obscurité recouvrit la conscience du pointeur lentement, comme une lourde couverture de ouate. Sa dernière pensée ne fut ni un souvenir de la maison, ni la peur. Ce fut un constat froid et détaché. Nous ne pouvions rien faire. La physique était simplement de leur côté. Puis vint le silence, un silence absolu, noir, où il n'y avait ni guerre, ni douleur, ni cliquetis de chenilles. Juste des ténèbres froides et infinies. Tandis que la ligne de front se noyait dans le sang, à 3 kilomètres de là, dans l'ombre liquide d'un filet de camouflage, une autre guerre se jouait. Une guerre contre le métal. Le sergent-chef Gromov n'entendait pas les gémissements des blessés. Son monde s'était rétréci au cliquetis de l'acier et à l'odeur de l'huile d'armes, épaisse et noire comme du pétrole. Il démontait la culasse de son canon. C'était un travail sale, physiquement éprouvant. Gromov essuyait avec un chiffon le coin de culasse, le nettoyant de la calamine, du sable et de la fine limaille métallique, trace des charges extrêmes des derniers jours. Ses doigts, rugueux et couverts de graisse indélébile, bougeaient avec la précision d'un chirurgien opérant sur le terrain. Mais ses yeux regardaient à travers le métal. Gromov était un technicien. Avant la guerre, il n'avait pas appris à tuer. Il avait appris à faire fonctionner des locomotives à vapeur. C'était un contremaître de chaudronnerie au dépôt. Là-bas, dans le monde de la vapeur et de la pression, il avait assimilé la loi principale de la mécanique. Tout récipient a une limite de résistance. Si la pression de la vapeur dépasse la résistance des parois de la chaudière, c'est l'explosion. Si la pression est trop basse, le mécanisme ne bougera pas. La guerre était pour lui le même atelier, sauf qu'au lieu de vapeur, on utilisait ici des gaz de poudre, et le prix de l'erreur ne se mesurait pas en rebut, mais en avis de décès. Il posa le lourd coin de culasse sur une caisse. Une seule pensée martelait son crâne, obsédante comme une rage de dents. Les obus perforants ne fonctionnent pas. L'énergie cinétique du bloc de 76 mm se brise simplement sur l'acier croupe. C'était une impasse. Une défaite technique. Mais Gromov savait qu'en mécanique, il n'y a pas de situation sans issue. Il n'y a que des outils mal choisis. Dans un coin de l'atelier improvisé, recouverte d'une bâche, gisaient des caisses que les intendants regardaient avec horreur. Des obus à charge creuse. Des cylindres d'acier remplis non seulement d'explosifs, mais d'une physique astucieuse. Leur principe de fonctionnement était différent. Ils n'avaient pas besoin de vitesse, ils n'avaient pas besoin d'élan. À l'impact sur le blindage, l'explosif à l'intérieur de l'obus s'effondrait en une fine aiguille de métal en fusion et de gaz. Ce jet de charge creuse perçait le blindage comme un chalumeau perce le beurre, créant à l'intérieur du char une pression infernale. Mais il y avait un hic terrible, écrit à l'encre rouge dans le règlement. Le tir d'obus à charge creuse depuis le canon ZIS-3 était formellement interdit. « Sergent !» La voix rauque du jeune chargeur l'arracha à ses pensées. Le garçon lui tendait une boîte de graisse. « Peut-être qu'on laisse tomber. Si le commissaire voit qu'on trafique les munitions, silence !» lâcha brièvement Gromov, sans lever la tête. « Le commissaire ne te protégera pas du tigre. » Le problème résidait dans le tube. Le long tube du canon divisionnaire accélérait trop l'obus. La haute pression dans le canal et le couple de rotation fou pouvaient déchirer la munition à charge creuse aux parois fines avant même sa sortie. Ou l'arracher des rayures. Dans le meilleur des cas, un tir raté. Dans le pire, l'explosion du tube et la mort de toute l'équipe. Ces obus étaient destinés aux canons régimentaires à tube court, qui les crachaient doucement et pas loin. Gromov prit une douille en main. Le laiton lui refroidit la paume.
Il la regardait non comme un soldat, mais comme un ingénieur. Si le problème venait de la pression, alors il fallait changer la pression. L'équation était simple, mais la solution exigeait une audace criminelle. Il fallait réduire la charge. Il regarda autour de lui. Des gens s'affairaient, quelqu'un traînait des caisses, un autre se bandait la tête. Personne ne se souciait du sergent fouillant dans les munitions. Gromov sortit une pince. Le métal grinça lorsqu'il écarta les bords du collet de la douille. Il sortit l'obus. À l'intérieur, brillant faiblement, reposaient les bâtonnets de poudre d'artillerie. Le risque mortel ne résidait pas seulement dans le fait que l'obus pouvait rester coincé dans le tube par manque de pression. Le risque était qu'il violait un ordre direct du commissariat du peuple à la défense. La modification non autorisée de la charge propulsive était passible du tribunal militaire. On appelait cela du sabotage. Gromov versa une partie de la poudre dans sa paume. Il ne la pesait pas avec une balance, il n'y en avait pas. Il la pesait à la main, se fiant à la mémoire musculaire du maître qui, pendant des années, avait déterminé la qualité du charbon au poids de la pelle. Il devait en laisser juste assez pour expulser l'obus du long tube, mais sans le déchirer par la force centrifuge. Faire d'un canon puissant à longue portée, en substance, un gros obusier pour le tir à bout portant. « Qu'est-ce que tu fais, chef ?» chuchota le chargeur, les yeux écarquillés d'horreur. Il comprenait qu'un crime était en train de se commettre. « Tu veux vivre ?» Gromov ne demandait pas, il affirmait. « Si tu veux vivre, tu vas me passer ces concombres rapidement. » Il retira environ un tiers de la charge. 700 grammes de mort se transformèrent en 450. Soigneusement, en essayant de ne pas renverser le moindre grain par terre, il remit l'obus dans la douille et sertit les bords avec un marteau. Le bruit des coups de métal contre métal se noyait dans le grondement lointain de la canonnade. Désormais, ce n'était plus une munition réglementaire. C'était un hybride artisanal, né du désespoir et de l'ingéniosité technique. Gromov tenait entre ses mains la clé du blindage allemand. Mais cette même clé pouvait devenir sa propre condamnation. Si les calculs étaient faux, s'il y avait trop peu de poudre, l'obus resterait coincé. S'il y en avait trop, explosion. Il répéta l'opération. Une autre douille, un autre obus. Ses mains travaillaient automatiquement. Ouvrir, verser, sertir. À chaque cartouche prête, la peur reculait, laissant place à une excitation froide et méchante. Ce n'était plus simplement une guerre d'infanterie et de chars. C'était un duel de concepteurs. Les ingénieurs de Krupp, créateurs du blindage indestructible, contre le mécanicien russe Gromov, qui avait décidé de tromper la physique en plein champ. Autour de lui, grandissait un petit tas de poudre retirée. De petits cylindres noirs, semblables à des morceaux de mine de crayon. Gromov les ramassa dans un chiffon et les enterra. Les preuves. Pas un mot à personne, dit-il, en essuyant ses mains huileuses sur son pantalon. Pour tout le monde, on tire du standard, compris? Le chargeur hocha la tête. Il était pâle, mais quelque chose de nouveau était apparu dans ses yeux. L'espoir. Gromov remonta la culasse, insérant le coin à sa place dans un fracas métallique. Le mécanisme fonctionna nettement, avec un clic prédateur. Le canon était prêt. Il avait cessé d'être un simple outil, fonctionnant selon le règlement. C'était désormais un mécanisme travaillant à la limite de la résistance des matériaux, accordé sur la fréquence de la folie de son commandant. Gromov regarda l'horizon, où s'élevaient à nouveau des colonnes de fumée. Là-bas arrivaient les tigres, invulnérables, effrayants, sûrs d'eux. Ils croyaient en l'épaisseur de leur blindage. Ils croyaient aux calculs de leurs ingénieurs. Ils ne savaient pas qu'à 3 km d'eux,
Un sergent aux mains sales venait de réécrire les règles de la balistique, transformant son canon en fusil à canon scié de calibre géant. L'idée était prête. Restait le plus terrible, la vérifier par la pratique. Un tir qui soit les tuerait tous, soit leur donnerait une chance de survivre dans cet enfer. Gromov alluma une cigarette, cachant la braise dans son poing. Ses mains ne tremblaient plus. Dans sa tête, il y avait la clarté du plan. Il ne manquait plus qu'une cible. Juin 1943. Le polygone d'entraînement, à 30 km du front, respirait un calme trompeur. Ici, les balles ne sifflaient pas, et les explosions résonnaient rarement et selon un horaire. Mais pour le sergent-chef Gromov, ce silence était plus lourd que la canonnade. Il emmena son équipe tout au bord du champ de tir, vers un ravin où rouillait la carcasse d'un char allemand, Panzer III, capturé, transformé en passoire par des centaines d'obus d'exercice. Gromov agit vite. Il savait qu'il n'avait que quelques minutes pendant que le commandement était occupé à débriefer les tirs dans un autre secteur. « Chargez !» commanda-t-il doucement. Le chargeur tenait dans ses mains le fameux obus modifié. La douille à la charge réduite semblait légère, presque sans poids comparée aux perforants standards. Mais à l'intérieur, il y avait la mort. La mort soit pour le char allemand, soit pour l'équipe elle-même. Si Gromov s'était trompé dans ses calculs et avait retiré trop de poudre, l'obus resterait coincé dans le canal du tube. Le tir suivant déchiquetterait le canon. S'il y avait trop de poudre, les parois fines de la grenade à charge creuse ne supporteraient pas la surcharge lors de l'accélération dans le long tube du ZIS-3. L'explosion se produirait directement dans la culasse. L'équipe se figea. Les hommes s'éloignèrent du canon plus loin que ne l'autorisait le règlement. Ils avaient peur. Pas de l'ennemi, mais de leur propre arme. Gromov resta seul près de la flèche. Il tira lui-même sur le cordon de mise à feu. Le coup de feu sonna faux. L'oreille de l'artilleur, habituée au claquement sec et violent de l'obus perforant, perçut un son étrange, sourd, comme un soupir guttural. Le tube recula doucement, paresseusement, comme si le canon ne voulait pas tirer. La flamme du frein de bouche n'était pas aussi brillante, la fumée plus épaisse et plus noire. La seconde de silence sembla une éternité. L'obus, volant à une vitesse moitié moindre de la normale, était presque visible à l'œil nu. Il décrivit un arc prononcé et frappa le flanc du char rouillé. Il n'y eut pas d'explosion au sens habituel. Il y eut un claquement et un flash blanc éblouissant, instantanément éteint. Pas de dispersion d'éclats, pas de hurlement de ricochet. L'obus avait simplement disparu au contact du blindage. Gromov courut le premier vers la cible. Ses bottes glissaient sur l'herbe sèche, son cœur battait quelque part dans sa gorge. Il devait voir le résultat. Il devait savoir si le risque du tribunal valait ce claquement sourd. Il s'arrêta près du flanc du char et passa la main sur le métal. Le blindage était chaud. Au centre de la plaque de 30 mm, un trou béait. C'était un petit trou, pas plus grand qu'une grosse pièce de monnaie. Les bords n'étaient pas déchiquetés comme après un impact perforant, mais fondus, lisses, comme si quelqu'un avait enfoncé le doigt incandescent d'un géant dans l'acier. Autour de l'orifice, le métal avait bleui sous l'effet d'une température monstrueuse. Gromov regarda à l'intérieur. Ce qu'il vit lui fit couler une sueur froide dans le dos. Tout était noir à l'intérieur du char. Le mannequin représentant le tankiste avait disparu. Il n'en restait que des lambeaux de vareuse calcinée. La vieille peinture sur la paroi opposée avait brûlé jusqu'à la cendre. C'était la physique de l'effet cumulatif, que Gromov, simple technicien, avait comprise intuitivement. À l'impact, l'explosif à l'intérieur de l'obus avait détonné. Le cône de cuivre s'était effondré, se transformant en un fin jet de métal liquide, volant à plusieurs kilomètres par seconde.
La pression au point d'impact avait atteint des millions d'atmosphères. Le blindage n'était pas percé, il était lavé, comme du sable par un jet d'eau. Le jet, pénétrant à l'intérieur, apportait avec lui une température et une pression tuant instantanément tout être vivant par le changement de pression et le feu. « Mère de Dieu !» chuchota le pointeur qui s'était approché. Il regardait le petit trou net dans le blindage avec une terreur superstitieuse. « Qu'est-ce que c'est, camarade sergent ?»« Comment est-ce possible? Sans élan ?»« Il n'a pas besoin d'élan. » Gromov se redressa en essuyant la sueur de son front. Ses mains tremblaient encore légèrement, mais c'était maintenant le tremblement de l'adrénaline de la victoire. La vitesse lui est nuisible. L'essentiel, c'est de l'amener. Ensuite, la chimie se débrouille toute seule. « Mais c'est interdit, » dit doucement le chargeur, regardant le trou comme hypnotisé. « S'ils apprennent qu'on a changé la charge, c'est le peloton d'exécution. »« Et tu veux te coucher sous les tigres demain selon le règlement ?» Gromov se tourna brusquement vers le soldat. Son visage barbouillé de suie devint dur. « Ce trou, c'est ta seule chance de rentrer à la maison. Compris ?» L'équipe se tut. Les soldats échangèrent des regards. Ils avaient vu la mort sous toutes ses formes, vu des membres arrachés et des corps écrasés. Mais cette mort silencieuse, chirurgicale, enfermée dans un petit trou, les effrayait par sa nouveauté. C'était l'arme non pas de la force, mais de l'esprit. Sournoise du point de vue de la chevalerie, mais diablement efficace du point de vue de la survie. « Bon !» La voix de Gromov devint métallique, comme ce coin de culasse qu'il nettoyait hier. « On prépare tout le stock, la nuit, quand personne ne regarde. On démonte, on retire, on sertit. Poids de la charge, 450 grammes. Ni un gramme de plus, ni un gramme de moins. Si vous vous trompez, on crève tous ensemble, directement sur la position. » Au loin, on entendit le bruit du moteur d'un camion approchant. « À vos postes !» aboya le sergent. « Faites semblant de nettoyer le tube. Bouchez ce trou avec de la boue. Vitesse !» Les soldats se ruèrent vers le canon. Gromov resta une seconde de plus près du flanc percé. Il toucha le bord fondu du doigt. Le métal brûlait encore la peau. C'était la brûlure de la vérité. Le règlement avait été écrit avec le sang des guerres passées. Mais la nouvelle guerre, la guerre des moteurs et du blindage épais, ne pouvait être gagnée avec les anciennes règles. Ils rentrèrent au camp en silence. Chacun portait en lui un secret pesant plus lourd que la caisse d'obus de 50 kilos. Désormais, ils savaient. On peut tuer les tigres. Mais pour cela, il fallait d'abord tuer en soi la peur de l'instruction. Le soleil se couchait à l'horizon, teignant le ciel de la couleur du sang coagulé. Juillet approchait. L'air devenait dense de l'attente d'un grand malheur. Mais maintenant, Gromov avait un atout dans sa poche. Un atout marqué, interdit, mortellement dangereux. Et il avait l'intention de le jouer dès la première distribution. La nuit du 11 juillet n'apporta aucune obscurité. Le ciel au-dessus de Prokhorovka palpitait d'une lumière maladive et pourpre, due aux milliers de fusées éclairantes et aux lueurs lointaines. L'horizon tremblait, effaçant la frontière entre terre et air. La préparation d'artillerie ne cessait pas une minute. Ce n'était pas juste du bruit, c'était une pression physique, dense comme l'eau en profondeur, qui enfonçait les hommes au fond des tranchées, forçant les tympans à travailler à la limite du seuil de douleur. Le sergent-chef Gromov était assis au fond de la niche à munitions. Devant lui gisaient 8 obus modifiés, 8 chances, 8 coups. C'était peu, catastrophiquement peu pour ceux qui fonçaient sur eux depuis l'ouest. Le renseignement signalait la concentration de centaines de moteurs. Gromov comprenait la mécanique du combat à venir mieux que le commissaire politique. Demain, leur position serait simplement écrasée, étalée par les chenilles,
s'il ne transformait pas son canon en une chaîne de mort ininterrompue. Les perforants standards, qui étaient en abondance, ne seraient demain qu'un lest inutile. Il lui fallait des charges creuses. « Saveliev, suis-moi !» Gromov donna un coup de pied au chargeur qui dormait à demi. « Prends un sac et un couteau. » Ils rampèrent hors de l'abri comme des rats quittant leur terrier. Direction, les positions détruites des voisins, la 5e batterie, qui avait encaissé hier une frappe aérienne et s'était tue. Là-bas, parmi la terre retournée et les cratères, il devait rester des munitions. Les intendants n'avaient pas encore eu le temps d'évacuer ce qui restait. Se déplacer debout était un suicide. L'air au-dessus du champ était saturé d'éclats. Des obus de mortier égarés tombaient de manière chaotique, soulevant des fontaines de terre sèche et brûlante. Gromov rampait en premier, se plaquant au sol si fort que les boutons de sa vareuse semblaient s'incruster dans sa chair. Le sifflement d'un obus de mortier est un son impossible à confondre. C'est le bruit du tissu de l'univers qui se déchire. « Baisse la tête !» siffla-t-il, lorsque Saveliev tenta de se soulever pour passer par-dessus un arbre abattu. L'éclair d'une explosion proche les aveugla un instant. La terre sous leurs coudes trembla, frappant la cage thoracique. Une odeur âcre et nauséabonde de TNT et d'argile fraîche et humide frappa leurs narines. La peur était froide et collante. Elle coulait le long du dos avec la sueur, raidissant les muscles. Mais plus effrayante que la peur était la responsabilité. S'ils ne rapportaient pas les obus, l'aube de demain serait leur dernière. Ils atteignirent les positions de la 5e batterie en 40 minutes. C'était un cimetière de machines. Affûts tordus, tubes noués par la force inconnue de l'explosion. Et le silence. Un silence terrible, mort, qui n'existe que là où il n'y a plus personne pour crier. Gromov trouva ce qu'il cherchait dans un abri à demi enseveli. Des caisses en bois standard, ferrées. Sur les couvercles, le marquage signifiant « charge creuse ». « Prends ça », commanda-t-il. La caisse pesait 50 kg. Dans la vie normale, à l'entrepôt, 2 hommes l'auraient porté par les poignets. Ici, allongé dans la boue, sous le sifflement des balles, ce poids semblait démesuré. 50 kilos de masse inerte qui s'accrochait à chaque racine, à chaque pierre. Le bois de la caisse était mouillé par la rosée nocturne et glissant debout. Ils la traînèrent. Gromov poussait, Saveliev tirait. La corde sciait les mains. La respiration devint en râle. Tous les 5 mètres, une halte. Le cœur battait si fort qu'on aurait dit que les observateurs allemands pouvaient l'entendre. « Patrouille !» Gromov enfonça le visage de Saveliev dans la boue. À 100 mètres d'eux, sur la route, passait une patrouille de la commandante Tour. S'ils les attrapaient maintenant, avec une caisse d'obus, loin de leur position, la nuit, ils ne chercheraient pas à comprendre. Pillage, abandon de poste, exécution sur place près du pain le plus proche. Le règlement était cruel, mais la guerre était plus dure. Gromov savait qu'il violait en ce moment une dizaine de paragraphes, mais il savait aussi que ces paragraphes avaient été écrits par des gens qui n'avaient jamais brûlé de tigre à bout portant. La patrouille passa. Gromov sentait trembler les mains du chargeur. « Fais pas dans ton froc, fiston », chuchota-t-il, bien qu'il eût lui-même la bouche sèche. « Le tribunal, c'est peut-être, mais les chars demain, c'est sûr. Tire !» Le chemin du retour prit une éternité. Les muscles du dos brûlaient. La sueur inondait les yeux, les rongeant de sel. La caisse était devenue leur croix personnelle qu'il fallait traîner jusqu'au Golgotha. La physique du processus était simple. Travail contre la gravité et la force de frottement, multipliés par le coefficient de risque mortel. Quand ils s'écroulèrent dans leurs tranchées, le ciel à l'est commençait déjà à griser. La brume d'avant l'aube, le moment le plus dangereux.
Les bras ne se dépliaient plus. Les doigts étaient crispés par les crampes, ressemblant à des racines tordues. Mais il était interdit de se reposer. « Outil !» lâcha brièvement Gromov, faisant sauter le couvercle de la caisse avec un pied de biche. À l'intérieur, dans du papier huilé, gisaient les obus. Froids, lourds, mortels. La seconde partie de l'opération commençait, la plus délicate. Là, dans la tranchée, à genoux, Gromov commença son rituel dangereux. Écarter les pétales de la douille, sortir l'obus, retirer de la poudre, peser à la main, remettre l'obus, sertir. Il y avait dans ce travail monotone une terrible méditation. Gromov ne pensait pas au fait que l'enfer commencerait dans quelques heures. Il ne pensait qu'aux grammes de poudre. 450 grammes. Un peu plus, explosion. Un peu moins, trop court. Ses mains, qui venaient de traîner une lourde charge, bougeaient maintenant avec la précaution d'un joaillier. Saveliev tondait les obus en silence. Il regardait son commandant non comme un sergent, mais comme un chaman qui conjure la mort. Autour d'eux, dans le silence de l'aube, la tension montait. La terre commençait à vibrer d'un léger tremblement. Les moteurs de l'armada de chars chauffaient de l'autre côté du front. Des milliers de pistons allaient et venaient dans les cylindres, comprimant le mélange d'essence et d'air, prêts à transformer cette énergie en mouvement de chenilles. Au moment où le premier rayon de soleil frappa le parapet, ils avaient 20 obus prêts. 20 coups à charge réduite. 20 capsules de feu liquide. Gromov s'essuya les mains avec un chiffon. Ses paumes étaient noires de poussière de graphite et de poudre. Il regarda ses doigts. Ses mains venaient de commettre un crime militaire, vol de munitions et dégradation de matériel de l'État. Mais ce sont ces mêmes mains qui, aujourd'hui, tiendraient la défense de tout le pays sur un secteur de 500 mètres. « Au combat !» dit-il doucement, prenant place à la lunette. La terre trembla pour de bon. Cela commença. Le grondement lointain se mua en rugissement. L'horizon se mit à bouger. Une avalanche d'acier fonçait sur eux, sûr de son invulnérabilité. Mais Gromov savait ce que les tankistes allemands ignoraient. L'équation avait changé. X n'était plus une inconnue. X était égal à 450 grammes de poudre et à la rage d'un sergent russe. L'aube du 11 juillet 1943 ne les accueillit pas avec le chant des oiseaux, mais avec des infrasons. C'était un tremblement venant du plus profond des plaques tectoniques. L'horizon disparut. À sa place, du côté ouest du champ, se dressa un mur de poussière soulevé par des milliers de chenilles. À travers ce voile gris apparaissaient des silhouettes, carrées, lourdes, inéluctables. Ce n'était pas une attaque. C'était une migration d'acier. Les tigres avançaient en coin. Ils ne tiraient pas, ils écrasaient simplement l'espace de leur poids. La distance se réduisait à une vitesse effrayante, 1000 mètres, 800. Un jour ordinaire, le règlement exigeait d'ouvrir le feu à 1 kilomètre, au perforant. Essayer de casser une chenille, d'endommager une optique. Mais aujourd'hui, Gromov avait une autre arithmétique. Son canon scié, à charge affaiblie, n'était efficace qu'à distance de pistolet. Si l'on tirait maintenant, l'obus piquerait simplement du nez dans la terre à mi-chemin. Il fallait les laisser approcher à bout portant. « Halte !» La voix de Gromov couvrait le rugissement des moteurs. « Ne pas tirer! Attendre l'ordre !» Le pointeur se pressa contre le frontal de la visée jusqu'à ce que sa peau blanchisse. Dans l'oculaire du panorama, le char allemand grandissait, remplissant tout le champ de vision. On voyait les rivets sur le blindage, les maillons de rechange.
même les jerrycans attachés à l'arrière. 600 mètres. 500. La terre sur la position sautait. Des mottes d'argile sèche tombaient dans les cols. La peur dans la tranchée était dense, à couper au couteau. C'était la terreur animale d'un être de chair et de sang face à une montagne de métal en approche. Les nerfs vibraient comme des cordes tendues. L'envie de tout lâcher, de sauter hors de la tranchée et de courir jusqu'à ce que le cœur éclate, était immense. 400 souffla Gromov. Le tigre tourna sa tourelle. L'œil noir du tube les regardait droit dans les yeux. Il allait tirer. Il allait les transformer en poussière sanglante. Feu! L'ordre retentit en même temps que le claquement de la culasse. À nouveau ce son étrange, sourd, incorrect du coup de feu. Le canon cracha du feu. L'obus, lourd et lent, partit selon une trajectoire tendue. La seconde de vol s'étira en une éternité. Impact. Sur le blindage frontal du tigre, une minuscule étoile d'un blanc aveuglant fleurit. Le jet de charge creuse, accéléré par l'explosion à des vitesses cosmiques, frappa l'acier. 100 mm de blindage Krupp n'existait pas pour lui. Le jet traversa le métal comme une aiguille traverse la cire. À l'intérieur du char, la pression bondit instantanément. Le jet de cuivre en fusion et de gaz fit irruption dans le compartiment de combat. Il frappa le râtelier de munitions. La détonation des munitions d'un char lourd est un phénomène physique d'une beauté et d'une cruauté monstrueuse. La machine de 60 tonnes tressauta. De toutes les écoutilles, fentes et appareils de vision, jaillirent des langues de feu semblables à des chalumeaux. Puis, les lois de la gravité furent annulées. La tourelle de plusieurs tonnes du tigre, arrachée de son chemin de roulement par l'explosion interne, s'envola dans les airs, tournoyant comme une pièce de monnaie lancée, et retomba avec fracas à côté du châssis. « Touchez !» hurla le pointeur, ne s'entendant pas lui-même. « Chargez !» Gromov frappa Saveliev à l'épaule. « Plus vite! Le suivant !» La chaîne de la mort se mit en marche. Pas le temps de réfléchir. Il n'y avait que le rythme lourd et épuisant du travail de forçat. Ouvrir la culasse, éjecter la douille fumante, saisir l'obus, introduire, fermer, viser, tirer. L'air sur la position devint brûlant. La culasse dégageait une chaleur de four ouvert. La peinture sur le tube commença à faire des bulles et à s'écailler, mettant à nu le métal bleuâtre. La fumée âcre brûlait les yeux. Saveliev travaillait comme un automate. Sa vareuse avait foncé de sueur, collée à son dos. Son visage s'était transformé en un masque noir avec des cercles blancs autour des yeux. 50 kilos de munitions par minute passaient par ses mains. Ses muscles étaient gorgés d'acide lactique. Il brûlait, réclamant l'arrêt. Mais l'arrêt signifiait la mort. Le deuxième char s'enflamma comme une torche 30 secondes plus tard. Le jet de charge creuse traversa le flanc et incendia les réservoirs de carburant. L'équipage allemand commença à sauter des écoutilles, des torches vivantes roulant sur le sol. Gromov ne les regardait pas. Pour lui, ce n'étaient pas des humains, mais des unités de personnel ennemies mises hors de combat. « Plus à gauche, 05 ! Feu !» Le troisième obus manqua sa cible. La main du pointeur trembla. Procourt. L'obus s'enterra devant la chenille d'un panthère. Le char commença à virer, présentant son front. « Calme !» aboya Gromov, sentant la panique recouvrir l'équipe telle une vague glacée. « Corrige, plus haut! Tape à la jonction de la tourelle !» Le tir suivant fut précis. Grincement de métal, et la tourelle du panthère se bloqua. Le char se mit à tourner sur place, perdant le contrôle. Le combat se transforma en hachoir sanglant sur un petit espace de 500 mètres carrés. Gromov perdit la notion du temps. 20 minutes
ou 20 ans avaient-ils passé? Un bourdonnement continu résonnait dans ses oreilles. Le sang coulait de son nez à cause des changements de pression constants lors des tirs. Il le léchait sur ses lèvres, sentant le goût salé du fer. Les douilles tintaient sous les pieds. Il y en avait tellement qu'il était difficile de marcher dessus. Saveliev trébucha, tomba à genoux, lâchant une obus. « Debout !» Gromov le releva brutalement par le col. « Interdiction de crever ! Travaille !» Il travaillait à la limite des capacités humaines, et au-delà. C'était l'anatomie de l'héroïsme, dépourvu de romantisme. Doigts écorchés jusqu'à la chair, ongles arrachés, brûlure des douilles chaudes. Le chargeur râlait, crachant ses poumons, mais continuait d'enfoncer la mort dans la culasse. Autour, le fer brûlait. Le champ devant leur position s'était transformé en décharge de l'histoire. 14 monstres d'acier, qui le matin encore semblaient le sommet de la pensée technique du Reich, n'étaient plus qu'un tas de ferraille. Certains fumaient d'une fumée noire et grasse, d'autres restaient avec leurs tourelles arrachées, d'autres encore s'étaient figés, le canon planté dans le sol, comme en révérence. L'odeur de chair brûlée, de caoutchouc et de diesel se mêlait en une puanteur épaisse et insupportable. C'était l'odeur de la victoire. Non pas solennelle et propre, mais sale, nauséabonde et lourde. Le dernier obus fut introduit dans le tube. Gromov regarda dans le panorama. Il n'y avait plus de cible dans le secteur. Ceux qui avaient survécu reculaient, se cachant derrière des fumigènes. L'attaque allemande s'était noyée dans le sang et l'huile. « Cessez le feu !» coassa Gromov. Sa voix ne répondait plus. Sa gorge semblait remplie de verre pilé. Il glissa le long de la flèche jusqu'au sol. Ses mains tremblaient d'un petit tremblement désagréable. Il regarda son canon. Il fumait. De la vapeur s'échappait du tube. Ce n'était plus simplement un mécanisme. C'était une bête qu'ils avaient poussée à demi-mort, mais qui avait fait son travail. Le silence revenait lentement, perçant à contre-cœur le bourdonnement dans les oreilles. Gromov sortit sa blague à tabac. Ses doigts ne parvenaient pas à rouler une cigarette. Le papier se déchirait, le tabac tombait. Saveliev était allongé sur le dos, les bras en croix, et regardait le ciel avec des yeux vides. Sa poitrine se soulevait violemment, aspirant l'air en sifflant. Ils étaient vivants, en dépit du règlement, en dépit de la physique, en dépit de la logique de la guerre. Autour d'eux finissaient de brûler 14 tigres et panthères, détruits par la violation de l'instruction numéro tant. Mais Gromov savait que le plus terrible était encore devant. Quand la fumée se dissiperait, le commandement arriverait. Et alors, il faudrait répondre non pas devant des chars, mais devant des hommes aux pattes de col bleuet. Le combat s'apaisa aussi soudainement qu'il avait commencé, comme si quelqu'un avait coupé le disjoncteur de la guerre. Le grondement des moteurs s'éloignait vers l'ouest, ne laissant derrière lui que le crépitement du métal en feu et une fumée lourde et grasse rampant sur le sol. Le silence qui s'abattit sur la position était assourdissant. Il appuyait sur les oreilles, plus fort que la canonnade. Le sergent-chef Gromov se tenait près du canon. Il ne pouvait pas s'éloigner. Ses mains, crispées par la crampe, serraient encore la flèche, comme si elle était le seul point d'appui dans un univers en rotation. Le canon dégageait une chaleur intense. Le métal incandescent du tube refroidissait en émettant des claquements sonores. Le métal se contractait, revenant à son état initial après une dilatation thermique monstrueuse. La peinture sur la culasse avait entièrement brûlé, mettant à nu l'acier bleui. Gromov regarda ses mains. Elles étaient noires, couvertes d'une croûte faite d'un mélange de suie de poudre, d'huile et de sang. Il essaya de desserrer les doigts, et cela provoqua une douleur aiguë dans les articulations. À 100 mètres devant lui,
finissait de brûler le cimetière des ambitions allemandes. 14 brasiers, 14 boîtes d'acier qui, 1 heure auparavant, étaient le sommet du progrès technique. Maintenant, ce n'était que de la ferraille. De l'écoutille de la tourelle du Tigre le plus proche pendait le corps d'un tankiste, semblable à une poupée cassée. Le feu dévorait paresseusement sa combinaison noire. Le bruit de moteur déchira le silence ouaté. Pas un diesel de char, mais le bourdonnement léger et nerveux d'un moteur à essence. De derrière le rideau de fumée surgit une Jeep Willys, bondissant sur les cratères comme une chèvre enragée. La voiture freina brusquement près de la position, labourant la terre meuble avec ses roues. Le colonel Yermakov sortit de la Jeep, le commandant du régiment. Gromov sentit tout se glacer en lui. Ce froid était plus effrayant que le viseur allemand. Au combat, tu risques ta vie, mais ta mort est honorable. Ici, maintenant, il risquait son honneur et son nom. Yermakov était connu pour sa dureté. Pour lui, le règlement était une écriture sainte, et tout écart, une hérésie. Le colonel s'approcha lentement du canon. Son uniforme était poussiéreux, mais son sous-col restait blanc, créant un contraste piquant les yeux avec la boue de la tranchée. Il ne regardait pas les soldats. Il regardait le champ de bataille. Yermakov sortit ses jumelles. Il compta longuement, méthodiquement, les machines en feu. Ses lèvres bougeaient. 14, prononça-t-il en baissant les jumelles. Sa voix était sèche, dénuée d'émotion. Et 2 panthères déchenillaient. Il se tourna vers Gromov. Le regard du colonel était lourd, scrutateur. Il voyait tout. Les visages épuisés de l'équipe, la montagne de douilles tirées, les mains tremblantes du chargeur. « C'est ton œuvre, sergent ?»« Affirmatif, camarade colonel. Équipe de la pièce numéro 3. » Yermakov s'approcha. Ses bottes crissaient sur les douilles. Soudain, il s'arrêta. Son regard accrocha quelque chose par terre. Il se pencha et ramassa l'une des douilles. C'était une preuve à conviction, une preuve irréfutable du crime. Le collet de la douille était irrégulier, portant les traces d'un traitement mécanique grossier à la pince. L'amorce était percutée, mais la douille elle-même criait l'intervention artisanale. Le colonel fit tourner le cylindre de laiton dans ses mains. C'était un artilleur de la vieille école. Il connaissait le poids de la poudre au toucher. Il voyait les traces du double sertissage. Il comprit tout instantanément. « Qu'est-ce que c'est » demanda doucement Yermakov, levant la douille au niveau des yeux de Gromov. Un silence s'installa dans la tranchée, dans lequel on aurait pu entendre tomber la cendre d'une cigarette. Saveliev cessa de respirer. Le pointeur baissa les yeux. Tous comprenaient. Le destin se jouait maintenant. Non pas leur vie ne valait déjà plus rien, mais leur sens. « C'est une nécessité, camarade colonel. » Gromov regardait son commandant droit dans les yeux. Sa voix était rauque, brisée, mais ferme. Le standard ne perce pas. Ça ricoche. On a retiré de la charge. On a tapé à bout portant. Tu comprends ce que tu as fait ? Yermakov parlait lentement, détachant les mots. Tu as violé l'ordre du commissariat du peuple à la défense, numéro 0391. Modification non autorisée de munitions. C'est du sabotage. Tribunal. Exécution devant les troupes. Affirmatif. Je comprends. Gromov ne détourna pas le regard. Mais si je ne l'avais pas fait, vous parleriez en ce moment avec un Hauptmann allemand, et mes gars seraient allongés, aplatis comme des crêpes. Le règlement interdisait de toucher aux obus, mais les chars allemands nous interdisaient de vivre. J'ai choisi la vie. Yermakov se tut. Il regardait le sergent,
puis déplaça son regard sur la douille dans sa main, puis de nouveau sur les tigres en feu. Une lutte se livrait dans sa tête, invisible mais cruelle. Une lutte entre l'officier, obligé de punir l'arbitraire, et le commandant qui a besoin de résultats. Sur un plateau de la balance se trouvait le règlement, l'ordre de fer sur lequel tient l'armée. Sur l'autre, 14 chars lourds détruits, dont la percée aurait pu coûter son existence à la division. Gromov avait commis un crime. Techniquement, il était un criminel. De fait, il était un héros ayant trouvé une issue à l'impasse. Le colonel serra la douille dans son poing jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. La chaleur était insupportable. La sueur coulait sur le visage de Yermakov, laissant des traces claires sur sa peau poussiéreuse. « Tu as respecté le tube ?» demanda-t-il soudain, d'un ton professionnel. « Affirmatif. Les rayures sont propres, pas de gonflement, pression normale. On a calculé, camarade colonel. Je suis maître chaudronnier ferroviaire. Je sais comment marche la pression. 450 grammes. » Yermakov eut un petit rire. C'était un son étrange, ressemblant à une toux. Il regarda encore une fois le champ jonché de métal en feu. Cette vue était le meilleur avocat du sergent. Aucun procureur n'aurait pu objecter face à 14 carcasses. Le colonel desserra les doigts. La douille mutilée tomba dans la boue, tintant contre ses sœurs. « Écoute mon ordre. » La voix de Yermakov devint d'acier, officielle. « Ramassez les douilles, toutes, jusqu'à la dernière. Les enterrer, profondément. Qu'aucun chien du département spécial ne puisse renifler. » Dans le rapport, écrire « Consommation de munitions standard. Tir effectué à une distance de 300 mètres avec des sous-calibrés. » Saveliev expira bruyamment, comme si on l'avait vidé de son air. Le pointeur se signa, dissimulant le geste par un mouvement de main vers son calot. « Mais, camarade colonel, » commença Gromov. « Silence !» aboya Yermakov. Mais il n'y avait plus de menace glaciale dans ses yeux. Il y avait autre chose, du respect et de la fatigue. « Tu crois que je ne sais pas que nos obus, c'est de la merde ? Tu crois que j'aime écrire des avis de décès ? Tu as trouvé un moyen, bravo. Mais si quelqu'un l'apprend, je te fusillerai personnellement. Et moi avec. » Il fit un pas vers la Willis, mais s'arrêta sur le marchepied. Se retourna. « Gromov, présent. 450 grammes, tu dis ? » ?»« Affirmatif. 450. » « Retiens ce chiffre et apprends-le aux autres, tout bas, en chuchotant. Mais que demain, chaque canon du régiment sache comment brûler ces salauds. » Yermakov sauta dans la voiture. Le chauffeur écrasa l'accélérateur et la Jeep démarra en trombe, couvrant l'équipe de poussière. Gromov resta là, regardant la voiture s'éloigner. La tension qui l'avait tenu toutes ces heures commença à le lâcher, remplacée par une fatigue monstrueuse, de plomb. Ses jambes se dérobèrent, et il s'assit à même le sol, le dos appuyé contre la roue chaude du canon. Ils avaient gagné. Ils n'avaient pas seulement vaincu les tigres, ils avaient vaincu le système, le forçant à fermer les yeux au nom de l'efficacité. C'était la victoire la plus difficile de toute la guerre. « Bon, les gars, » dit-il doucement, sortant de sa poche un paquet froissé de Bellomore Canal. « On vit. » Il alluma une cigarette. La fumée du tabac se mêla à la fumée des incendies. La guerre continuait, mais il connaissait désormais son secret principal. Parfois, pour faire son devoir, il faut enfreindre la règle. Et le prix de cette infraction ne se mesure pas en grammes de poudre, mais au nombre de battements d'un cœur qui continue de battre. La guerre ne s'arrête pas quand le canon du fusil refroidit. Elle change simplement d'état, passant de la phase chaude du feu et de l'acier
à la phase froide de l'encre et du papier. Tandis que le sergent Gromov fumait sur le parapet, tentant de calmer le tremblement de ses mains, à l'état-major du régiment, situé dans un profond abri à 5 kilomètres de la ligne de front, une autre bataille commençait. La bataille pour la légalisation de la victoire. Le major Sokolov, chef d'état-major, était assis devant une feuille de papier. La lampe tempête projetait des ombres tremblantes sur la table. Dans la tranchée, cela sentait l'humidité, le tabac bon marché et cette poussière particulière, administrative, qui réussit à s'infiltrer même au front. Sokolov tenait en main le brouillon du rapport, écrit au crayon par le colonel Yermakov. Le texte était sec, mais son sens était semblable à un détonateur à retardement. Il y était question de 14 chars détruits. C'était un chiffre fantastique pour juillet 43. Mais le plus terrible se trouvait dans la colonne « Consommation de munitions ». Il y avait là des chiffres qui ne correspondaient à aucune norme. Le colonel Yermakov avait décidé de prendre le risque. Il n'avait pas écrit « moyen standard » comme il l'avait ordonné sur le terrain. Il comprenait, impossible de cacher l'ampleur d'un tel succès, et le mensonge serait découvert à la première vérification de l'équipe de récupération. Il avait donc ordonné à Sokolov d'écrire la vérité, ou presque la vérité. Utilisation d'obus à charge creuse avec charge réduite. Distance 300 mètres. Efficacité 100%. Sokolov comprenait ce qu'il faisait. Il signait un document qui pouvait devenir soit une proposition de décoration pour tout le régiment, soit un mandat d'arrêt contre le commandement pour arbitraire et violation des instructions de la direction principale de l'artillerie. Modifier la construction du tir dans les troupes est interdit sous peine de tribunal. C'est un axiome. Mais 14 tigres brûlés, c'est un argument difficile à ignorer. « Envoie », dit doucement Yermakov en entrant dans l'abri. Il retira sa casquette, passa la main dans ses cheveux mouillés. Ça passe ou ça casse. Le télégraphiste, un tout jeune sergent aux yeux rouges de manque de sommeil, commença à taper le morse. Le cliquetis du manipulateur était le seul son au monde. Ti-ti-ta. Chaque point et tiret volait le long des fils posés à travers la boue, les marais et les cratères, vers l'état-major de l'armée. De là, vers l'état-major du front. Et ensuite, vers Moscou. La vitesse de transmission de l'information dans cette guerre était un facteur tout aussi critique que la vitesse initiale de l'obus. Le télégramme volait à travers le ciel nocturne, dépassant les trains et les avions. Il portait en lui la formule du salut. Moscou, 13 juillet 1943. Bâtiment du commissariat du peuple à la Défense. On n'entendait pas ici les explosions, mais la tension était plus forte que sur l'arc de Koursk. Le maréchal de l'artillerie Voronov lisait les rapports. Le tableau était sombre. L'artillerie perdait le duel face au blindage. Les rapports des fronts ressemblaient à un cri de désespoir. Les obus ne percent pas, les pertes augmentent, les tigres avancent. Et soudain, sur le bureau, tombe le message chiffré venant des environs de Prokhorovka. Voronov le relut 2 fois. La violation technique était flagrante. Une violation grossière, effrontée de la technologie de tir. En temps de paix, on traînait les ingénieurs en justice pour cela. Mais à cet instant, dehors, c'était la guerre. Le maréchal s'approcha de la carte. Il voyait l'ampleur de la menace. Si les Allemands perçaient la défense, il n'y aurait rien pour les arrêter. Le mécanisme de prise de décision au QG fonctionnait durement. Il n'y avait pas de place pour les émotions, seulement l'efficacité. Voronov comprenait la physique du processus. La réduction de la charge baisse la pression. L'obus à charge creuse ne se détruit pas, il arrive au but. C'était une solution géniale dans sa simplicité, née du désespoir de la vérité des tranchées. Il prit un crayon.
une mine bleue, épaisse. « Préparez une directive », lança-t-il à l'aide de camp. « Autorisez l'utilisation de la méthode dans toutes les unités anti-chars, immédiatement. Envoyez l'instruction par éclair. » La machine bureaucratique, habituellement lourde et grinçante comme une charrette non graissée, se mit soudain à tourner au régime d'une turbine d'avion. C'était ce moment rare de l'histoire où le système fonctionna par autopréservation, rejetant le formalisme. En 24 heures, fut accompli un travail qui, en temps de paix, aurait pris des mois d'essais et de validation. Le département technique esquissa dans la nuit un schéma de désamorçage sécurisé des douilles. L'imprimerie du commissariat imprima les tracts d'instruction au matin. Les fils télégraphiques chantèrent à nouveau, mais cette fois dans la direction inverse, du haut vers le bas, du Kremlin vers les états-majors des fronts vers les armées, des armées vers les divisions. C'était le télégramme de vie. Dans l'état-major du régiment, Yermakov et Sokolov ne dormaient pas depuis 2 jours. Ils attendaient la réponse comme une sentence. Quand le télégraphiste fit claquer sa clé à nouveau, recevant un message entrant, le silence dans l'abri devint tel qu'on entendait bourdonner une mouche se cognant contre le verre de la lampe. Le télégraphiste notait les lettres sur une étroite bande de papier. Sokolov lisait par-dessus son épaule, répétant les syllabes des lèvres. Action approuvée, méthode à généraliser, proposer les plus méritants pour décoration, Voronov. Yermakov expira bruyamment et s'affala sur un tabouret. La tension qui maintenait sa colonne vertébrale comme une tige d'acier depuis 48 heures disparut. Il ne restait qu'une fatigue monstrueuse. « Ils ont approuvé », chuchota-t-il. « Tu as compris, Sokolov ? Ils n'ont pas simplement pardonné. Ils ont ordonné à tous de faire pareil. » C'était la victoire du bon sens sur le paragraphe. La vitesse à laquelle la décision du sergent Gromov avait parcouru le chemin de la tranchée boueuse au bureau du maréchal pour revenir sous forme d'ordre avait sauvé des milliers de vies. Si la bureaucratie avait fonctionné comme d'habitude, si le papier avait suivi le circuit des validations, les chars allemands auraient déjà été aux portes de Koursk. « Imprime l'ordre pour le régiment », la voix du colonel redevint ferme. « Rassemblez tous les commandants de batterie. Gromov, dans mon bureau, tout de suite !» Maintenant, il n'est plus simplement sergent. Maintenant, c'est un putain de professeur de l'Académie des sciences de l'artillerie. Sur la ligne de front, où les hommes dormaient enlaçant leurs mitraillettes, on ne savait pas encore que, dans le silence des états-majors, une révolution venait d'avoir lieu. La circulation des documents avait fonctionné comme une opération de combat. Le papier avait vaincu le blindage. Désormais, chaque équipe avait le droit officiel d'éventrer les obus et de brûler les tigres à bout portant, sans craindre d'être fusillé par ses propres officiers de la sécurité. Gromov, qui dormait près de l'affût de son canon, fut réveillé par un messager qui le secouait. « Chez le commandant du régiment, urgent !» Le sergent se leva, époussetant sa capote. Il pensait aller aux arrêts. Il ne savait pas que sa violation du règlement venait de devenir la nouvelle doctrine militaire. Il marchait dans la tranchée, regardant le ciel gris du matin, et pensait qu'aujourd'hui serait peut-être son dernier jour. Mais il ne regrettait pas. Les 14 colonnes de fumée noire à l'horizon étaient la meilleure justification de sa vie. Et pendant ce temps, sur tout le front, sur des centaines d'appareils télégraphiques, les bandes crachaient les mots salvateurs. Autoriser, réduire la charge, tirer. Ce fut sans doute le travail de paperasse le plus rapide et le plus efficace de toute l'histoire de la Grande Guerre patriotique. Une virgule placée à temps dans la phrase « exécuter impossible, gracier » arrêta l'avalanche d'acier de la Wehrmacht. La guerre ne tolère pas les salles de classe avec pupitres et tableaux noirs. Ici, on apprend directement dans la boue, sous l'accompagnement des explosions, et les mauvaises notes
ne sont pas mises par un professeur, mais par un éclat dans la poitrine. Le sergent-chef Gromov ne s'appartenait plus. Il cessa d'être simplement le commandant d'une seule équipe. Il se transforma en prédicateur itinérant d'une nouvelle religion. La religion du combat rapproché et de la charge tronquée. La Willis sautait sur les nids de poules. Gromov se tenait au cadre du pare-brise, avalant la poussière. Il sillonnait tout l'arc, de batterie en batterie, portant avec lui un savoir qui, hier encore, était considéré comme criminel. On l'accueillait avec méfiance. Les commandants des autres équipes, épuisés, méchants, ayant perdu la moitié de leurs hommes, le regardaient en dessous. Un simple sergent allait leur apprendre à faire la guerre. Il sautait de la voiture sans perdre de temps en salutations. Dans les mains, le fameux obus castré. « Rassemblement du personnel !» râlait-il. Sa voix était cassée depuis longtemps par les cris constants et la fumée. Ils se rassemblaient autour de lui dans la tranchée. Visage gris, yeux enflammés. Ils attendaient un miracle, mais Gromov leur proposait un travail pénible et un risque mortel. « Regardez ici !» Gromov prenait un morceau de craie ou simplement un éclat de brique et dessinait directement sur le bouclier blindé du canon ou sur la planche noircie d'une caisse d'obus. « Voici votre ennemi, le Tigre. Blindage 100 mm. Avec nos standards à 1 km, c'est comme jeter des poids contre un mur. Vous le savez, vous avez vu vos camarades brûler ?» La foule bourdonnait sourdement. Il savait, il l'avait vu trop souvent. Et ça, il levait l'obus modifié, c'est sa mort. Mais cette mort a les bras courts. 300 mètres, retenez bien, 300. Pas 500, pas 400, 300. Un murmure d'horreur parcourait les rangs. Laisser approcher un tigre à 300 mètres, c'est voir les yeux du mécanicien conducteur dans la fente de vision. C'est supporter une pression psychologique à en faire éclater les vaisseaux des yeux. Le règlement exigeait d'ouvrir le feu à 1 km pour avoir une chance de second tir. Gromov exigeait d'attendre jusqu'au dernier moment pour avoir la garantie du premier. « Vous avez peur ?» demandait-il, en regardant dans les yeux un jeune pointeur. « Moi aussi j'ai peur. Mais si tu tires plus tôt, tu crèves. Si tu rates, tu crèves. Cet obus vole lentement. Il faut le déposer soigneusement, comme une lettre dans une boîte aux lettres. » Il montrait comment éventrer les douilles. C'était la chirurgie de la guerre. Les doigts sales des soldats apprenaient des mouvements doux, délicats, écartés, retirés, pesés à la main. 450 grammes. Ce chiffre devint un mot de passe. Gromov les obligeait à le répéter en chœur, comme une prière. Une erreur de poids, c'est la mort de l'équipe. « N'ayez pas peur du pchit », expliquait-il le son du tir. « Il ne fait pas boum, il crache. Mais ce crachat brûle l'acier de part en part. » Sur le secteur voisin du front, où Gromov avait fait l'instruction 2 jours plus tôt, les statistiques grimpaient déjà. La courbe des pertes, qui tendait auparavant vers le ciel tel un mur vertical, commençait à se briser. Les équipes avaient cessé de paniquer. La colère était apparue. La colère de l'artisan qui a enfin l'outil nécessaire. Ils n'apprenaient pas sur des cibles en contreplaqué. Ils apprenaient sur des chars vivants. Gromov se tenait à côté des pointeurs au combat quand la terre tremblait. « Trop tôt !» hurlait-il, couvrant le rugissement des moteurs, et il frappait le pointeur à l'épaule, l'empêchant de tirer. « Attends, attends, bordel !» Le char allemand remplissait tout le monde. On aurait dit qu'il allait rouler directement sur le tube. Les nerfs vibraient comme du fil barbelé tendu. Et ce n'est que lorsque le frein de bouche du canon allemand surplombait le parapet que l'ordre tombait. « Vas-y !» Claquement. Flash. Et la machine de plusieurs tonnes s'arrêtait, étouffée par son propre feu. Le jet de charge creuse faisait son œuvre silencieusement
et terriblement. Cette expérience se propageait à la vitesse d'un feu de forêt. La méthode Gromov cessa d'être le secret d'un seul régiment. On la copiait dans les divisions voisines. Les artilleurs se transmettaient le secret des 450 grammes avec le tabac et l'alcool. C'était la pensée technique populaire, multipliée par l'héroïsme de masse. Les coins blindés de la Wehrmacht, habitués à briser la défense d'un coup de poing blindé, se heurtèrent soudain à un mur invisible. Ils avançaient, sûrs de leur invulnérabilité, et brûlaient à distance de tirs de pistolet. Les tankistes allemands, dans leurs lettres à la maison retrouvées plus tard dans les sacoches des tués, écrivaient au sujet d'un nouveau canon miracle russe. Ils ne savaient pas que le canon était vieux. Ce qui était nouveau, c'était la pensée. Gromov voyait les hommes changer. Les gamins d'hier, qui priaient à la vue d'un tigre, regardaient maintenant les chars d'un air évaluateur, comme un boucher regarde une carcasse. Où frapper? Sous la tourelle ou dans le flanc? La peur avait disparu. Restait le calcul. En 2 semaines de combat, les statistiques changèrent radicalement. Si début juillet, pour un char allemand détruit, on comptait 5 canons soviétiques perdus, ce rapport était désormais de 2 pour 1. Nous payions encore avec du sang, mais ce paiement n'était plus vain. Nous commencions à échanger avantageusement. L'effet domino avait fonctionné. Une idée réussie, reprise par des milliers de mains, avait brisé l'échine de l'offensive blindée allemande. Le champ de bataille près de Koursk, Prokhorovka, Belgorod, se couvrit de carcasses noires. 2300. Ce chiffre, annoncé plus tard dans les rapports du Sovinform Bureau, sonnait sec. 2300 chars et canons automoteurs ennemis détruits. Mais derrière ce chiffre, il n'y avait pas que de l'héroïsme. Il y avait des montagnes de douilles modifiées, des tonnes de poudre retirées à la main et ce risque d'éclatement du tube pour un seul coup au but. Gromov se tenait au bord d'une autre tranchée, regardant une équipe éventrer habilement les munitions. Il n'intervenait plus. Il savait quoi faire. Le mécanisme était lancé. L'impuissance technique avait laissé place à la supériorité technique, acquise par l'ingéniosité et la violation de toutes les instructions imaginables. La guerre continuait, mais le basculement dans les consciences avait déjà eu lieu. L'artillerie était redevenue le dieu de la guerre, même barbouillé de suie, une pince à la main en guise de sceptre. Gromov essuya la sueur de son front. Il devait continuer sa route, vers le régiment suivant. Enseigner, montrer, expliquer. Parce que le fer peut être refondu, mais pas les hommes. Et chaque équipe formée par lui, c'était des vies sauvées qui iraient jusqu'à Berlin. La route vers l'ouest n'était pas une ligne droite sur la carte. Elle ne se mesurait pas en kilomètres, mais en quantité de poudre brûlée et de paquets de pansements. Le chemin de la steppe calcinée, près de Prokhorovka, jusqu'au pavé de l'Europe, prit presque 2 ans de travail ininterrompu et pénible. Gromov marcha sur cette route, laissant derrière lui des cimetières de matériel et ses hommes. Il changeait. La guerre érodait en lui tout le superflu, ne laissant que la fonctionnalité pure. 3 fois, il fut mis hors de combat. La première fois, un éclat dans la hanche près de Kiev. La deuxième, une commotion près de Varsovie, quand le sang sortit de ses oreilles et que le monde se tut pendant 2 semaines. La troisième, une balle dans la poitrine à la frontière allemande. Les hôpitaux n'étaient pour lui que des ateliers de réparation. Comme on rentre un engin au box pour changer des pièces, les chirurgiens recousaient son corps pour le renvoyer sur la ligne de front. La ressource humaine était consommée aussi cyniquement que la ressource du tube. Sur sa vareuse, décolorée par le soleil et les lavages à l'essence, apparut l'étoile d'or. Elle pendait à côté du trou de l'éclat, recousue avec du fil grossier.
Le métal de la décoration heurtait les médailles pour le courage, créant un tintement discret à la marche. Mais Gromov ne se sentait pas un héros d'affiche. Il se sentait comme un vieux mécanisme dont la garantie expire. Il avait un peu plus de 30 ans, mais en paraissait 50. De profondes rides sillonnaient son visage. La suie de poudre incrustée faisait partie de la pigmentation de sa peau. Mai 1945, Berlin. Ce n'était plus la même guerre que dans la steppe. Ici, il n'y avait pas d'horizon. La guerre était devenue verticale. Combat de rue dans un sac de pierre, où la mort pouvait arriver de n'importe quelle fenêtre, de la cave, des égouts. L'air de Berlin était composé de poussière de briques. Elle bouchait les narines, crissait sous les dents, transformait les poumons en cimenterie. Gromov ne commandait plus une équipe, mais un groupe d'assaut d'artillerie mixte. Leur tactique avait changé. Au lieu de duels élégants à distance, ici fonctionnait la force brute de la destruction. On sortait le gros calibre en tir direct. Des obusiers de 122 mm et les lourdes masses de Staline de calibre 203 mm regardaient à bout portant les façades des maisons transformées en forteresses. La physique ici était simple. L'énergie cinétique d'un obus anti-béton de 100 kg rencontrant un mur de briques ne laissait aucune chance au mur. Impact, effondrement, nuage de poussière. Gromov se tenait dans l'ouverture d'une vitrine de magasin brisée. Autour de lui s'affairaient les soldats transportant des caisses. Le vacarme était tel que les ordres se donnaient par gestes. « 3e étage, mitrailleuse !» Il montra de la main une fenêtre de la maison d'en face, d'où partait une rafale méchante. Pivotement des flèches, claquement de la culasse. Ici, pas besoin de retirer de la poudre. Ici, il fallait la charge complète pour emporter l'étage entier. Le tir d'un obusier dans une rue étroite est un choc acoustique qui peut arrêter le cœur. Les vitres des maisons voisines avaient volé en éclats 3 jours plus tôt. Maintenant, c'était le cadre même de l'univers qui volait en éclats. L'obus entra par la fenêtre. L'explosion à l'intérieur du bâtiment recracha dehors des meubles, des morceaux de murs et des gens. La mitrailleuse se tut. Il grignotait la défense mètre par mètre. Berlin résistait avec l'agonie d'une bête acculée. Les Faustniks, des gamins des jeunesses hitlériennes et des vieillards du Volkssturm, brûlaient les chars depuis les caves. Mais contre l'artillerie lourde, ils n'avaient pas d'argument. Gromov voyait l'architecture de la ville changer. Les bâtiments majestueux se transformaient en tas de gravats sur lesquels rampaient les chars IS-2. Dans le parc Tiergarten, il les revit. Les tigres. Mais maintenant, c'étaient des tigres royaux, des monstres de 70 tonnes. Ils étaient là, enterrés au carrefour. Et de nouveau, comme 2 ans auparavant, Gromov ressentit cette même excitation froide. Perforant, sous la tourelle. Sa voix était calme. Il connaissait l'anatomie de ces machines. Il savait où étaient leurs réservoirs, où étaient leurs munitions. L'expérience de l'année 43, multipliée par la puissance de l'année 45, donnait un résultat terrible. Un tir, et la tourelle du géant allemand se figeait pour toujours. 2 mai. Le silence tomba soudainement, comme une commotion. Les tirs cessèrent. La garnison de Berlin avait capitulé. Gromov marchait vers le Reichstag. Le bâtiment du Parlement, criblé de milliers d'éclats, fumait. La coupole ressemblait à un squelette. La place devant lui était encombrée de matériel et de corps. Mais Gromov ne regardait pas ses pieds. Il regardait les colonnes. Elles étaient couvertes d'inscriptions. Des milliers de noms. Craie, charbon, peinture, baïonnettes. Ici, les vivants signaient pour les morts. Ici, on mettait un point final à l'immense phrase sanglante écrite pendant 4 ans. Gromov s'approcha d'une des colonnes.
Il n'y avait presque plus de place libre. Il se baissa, ramassa par terre un morceau de bois brûlé, peut-être un reste de crosse de fusil, peut-être un morceau de meuble. Il était chaud. Sa main, qui 2 ans plus tôt tremblait en retirant la poudre de la douille, était maintenant ferme. Il leva le bras haut, aussi haut qu'il put atteindre. Sur le grès rugueux, marqué par les balles, apparurent des lettres noires et grasses. Gromov. Il n'écrivit pas son grade. Il n'écrivit pas sa ville. Il n'écrivit pas « Nous sommes arrivés », juste son nom. C'était un accusé de réception. Il avait récupéré sa vie. Il avait survécu. En dépit des statistiques, en dépit de la balistique, en dépit de tout. « Camarade sergent-chef !» l'interpella une voix jeune et claire. Gromov se retourna. Devant lui se tenait un groupe de jeunes soldats, des recrues. Vareuses neuves, pas encore assouplies, bottes brillantes. Ils le regardaient avec vénération. Pour eux, il était une légende, un guerrier antique venu de ces temps dont ils ne lisaient que dans les rapports. Ils voyaient ses décorations, voyaient le gris sur ses tempes, voyaient cette aura terrible et lourde de l'homme qui a tué et survécu trop longtemps. « Vous êtes Gromov, le fameux, celui qui brûlait les tigres ?» demanda l'un d'eux, les yeux grands ouverts. « Racontez comment c'était !» Gromov les regarda. Dans leurs yeux, il y avait l'exaltation de la victoire. Ils ne voyaient pas la boue, le sang, les tripes enroulées autour des chenilles. Ils voyaient le drapeau sur le toit, et ils ne voulaient pas détruire leur illusion. Il jeta le morceau de charbon, essuya sa main noire sur son pantalon. « Comment c'était ?» demanda-t-il doucement. « C'était bruyant et sale. » Il regarda l'inscription sur la colonne, charbon noir sur pierre grise. « Et maintenant, les fils, laissez-moi passer. Je veux dormir. 4 ans que je n'ai pas dormi. » Il traversa la foule des soldats en liesse, tel un brise-glace à travers la glace fine. Autour, on criait « Hurrah !» On tirait en l'air à la mitraillette, on buvait de l'alcool au bidon. L'accordéon jouait. Mais Gromov marchait vers sa Willis, sentant la terrible fatigue de plomb le rattraper enfin. Il s'assit sur le siège, renversa la tête en arrière et ferma les yeux. Le bruit de la fête commença à s'éloigner, se transformant en un bourdonnement régulier. Devant son regard intérieur, il n'y avait pas le Reichstag. Il y avait le champ brûlant, près de Prokhorovka, l'odeur de l'absinthe et le claquement de la culasse. Le chemin était terminé. La physique de la guerre avait achevé son cycle. L'énergie potentielle de la haine s'était transformée en énergie cinétique de l'impact et s'était maintenant dissipée sous forme de chaleur de la victoire. Il ne restait que l'écho. Et une signature au charbon sur une pierre qui traverserait les siècles. 1965, Oural. L'usine de construction mécanique lourde bourdonnait comme une immense ruche. Mais ce n'était pas ce bourdonnement qui faisait éclater les tympans à Koursk. Ici, le son était régulier, basse fréquence, créateur. Le fracas des presses de plusieurs tonnes, le sifflement des fraises, le chuintement de la pneumatique, c'était la symphonie de l'industrialisation, la musique d'un pays reconstruit. Gromov se tenait près d'un tour vertical. Il avait vieilli. Ses cheveux étaient devenus blancs, comme cette cendre de Bernin, mais son dos était resté droit comme un tube de canon. Il ne portait pas de vareuse, mais un bleu de travail huileux. Dans les mains, pas un obus, mais un micromètre. Il mesurait les tolérances sur une immense pièce d'acier pour la turbine d'une centrale hydroélectrique. Précision, 5 microns. L'erreur est inadmissible. Ses mains se souvenaient d'une autre précision, la précision où la vie dépendait de 450 grammes de poudre. Parfois, quand l'équipe finissait et que l'atelier se vidait, Gromov se surprenait à penser que la machine lui rappelait la culasse d'un canon.
le même métal froid, la même odeur d'huile, la même sensation de puissance cachée. Seulement maintenant, cette puissance travaillait pour la lumière et non pour les ténèbres. Il n'aimait pas parler aux réunions. Quand on lui demandait de raconter la guerre, il se renfermait. Que pouvait-il raconter à des pionniers aux cravates propres? Comment un homme finit enroulé autour d'une chenille? Comment il a violé un ordre pour survivre? Comment sent la chair humaine brûlée, mélangée au diesel? Non, ce n'était pas la vérité qu'il voulait entendre. Il voulait des histoires d'exploits. Et lui avait une histoire de travail dur et sale. Gromov travaillait simplement. Il apprenait aux jeunes tourneurs non pas de beaux slogans, mais le sens du métal. « L'acier, c'est vivant », disait-il d'une voix rauque en caressant l'outil. « Si tu en as peur, il te brisera. Si tu le respectes, il deviendra de la pâte à modeler. N'appuie pas, sens la résistance. » En 1978, le mécanisme s'arrêta. Le cœur de Gromov, usé par les surcharges de la guerre et de la paix, cessa simplement de pomper le sang. Il mourut doucement, dans son sommeil, sans discours grandiloquent ni salve. Il partit simplement dans cet abri sombre de l'éternité, où l'attendaient les gars de 43. Mais la physique est une science têtue. La loi de conservation de l'énergie dit « Rien ne disparaît sans laisser de traces ». L'énergie de la pensée de Gromov, son audace d'ingénieur, n'est pas partie dans la terre avec son corps. Elle s'est transformée. 2023, bureau d'études secret à Moscou. Silence. Ici, ça ne sent pas l'huile. Ça sent l'ozone des serveurs en marche et le café cher. Au lieu de machines-outils, de puissantes stations graphiques, la lumière des lampes est froide, stérile. Devant l'écran est assis un jeune homme. Il n'a pas 30 ans. Sur son badge, le nom Gromov. Viktor Gromov. Le petit-fils. Sur l'écran, le modèle en 3 dimensions d'un nouvel intercepteur cinétique. Géométrie complexe, alliage à base de tungstène et d'uranium appauvri. Victor fait tourner le modèle avec la souris, vérifiant le centrage. Il est ingénieur principal en balistique. Il a devant lui une tâche qui semble insoluble. La nouvelle protection active des chars de l'adversaire probable abat tous les types d'obus connus. Il faut une percée. Il faut quelque chose qui trompera les radars, qui passera à travers la protection comme un couteau dans le beurre. Victor se renverse dans son fauteuil. Il frotte l'arête de son nez, fatigué par l'écran. Dans sa tête tournent des formules. Vitesse, masse, section transversale, densité de l'atmosphère. Les solutions standards ne fonctionnent pas. Impossible d'augmenter la vitesse, le revêtement fond. Augmenter la masse, la portée chute. Impasse. Il ouvre le tiroir de son bureau. Là, parmi les clés USB et les plans, gît un étrange souvenir. Une vieille douille en laiton, noircie par le temps, provenant d'un obus de 76 mm. Les bords de son collet sont irréguliers, portant les traces d'un travail grossier à la pince. Une relique de famille. Le grand-père l'avait rapporté de la guerre comme cendrier, mais n'y avait jamais secoué de cendre. Victor prend la douille en main. Elle lui refroidit les doigts. Il connaît l'histoire de cette douille. Son père lui a raconté la légende des 450 grammes. Comment le grand-père a violé les lois de la physique et le règlement militaire pour brûler les tigres? Si la logique directe mène à une impasse, pense Victor en faisant tourner la douille, alors il faut changer les axiomes. Le regard de l'ingénieur se focalise sur l'écran. Et si on changeait le principe de stabilisation? Et si l'obus tournait non pas dans le sens des aiguilles d'une montre, mais en sens inverse, créant un sillage turbulent qui désoriente les capteurs de la protection? Cela contredit tous les manuels d'aérodynamique.
cela créera des vibrations monstrueuses. C'est un risque de destruction de l'engin au départ. Mais cela peut marcher. Victor sourit. Ce n'est pas le sourire d'un homme joyeux. C'est le sourire d'un prédateur qui a vu la vulnérabilité de sa proie. C'est le même sourire qu'avait le sergent-chef Gromov dans la tranchée près de Prokhorovka. Il approche le clavier. Ses doigts commencent à taper rapidement de nouveaux paramètres dans la simulation. Il réduit le pas de rayure, il change la répartition des masses, il va contre les règles écrites dans le cahier des charges. Sur l'écran s'allume l'inscription « Probabilité de franchissement de la protection, 98%. » La pensée technique a fait un tour complet sur la spirale du temps. De la tranchée sale, où le sergent retirait la poudre à l'œil avec ses mains sales, au bureau stérile où son petit-fils réécrit le code de pilotage du vol. Les outils ont changé. L'essence est restée la même. La guerre, ce n'est pas seulement le choc des armées. C'est le choc des intelligences. C'est le duel éternel entre le bouclier et l'épée, entre le blindage et l'obus. Et dans ce duel, ce n'est pas celui qui a le front le plus épais qui gagne, mais celui dont l'esprit est le plus affûté. L'ingéniosité. En Occident, on traduit ce mot par ruse ou truc rigolo. Mais ils ne comprennent pas l'essence. L'ingéniosité, c'est la capacité de l'ingénieur à voir les réserves cachées de la matière. C'est l'art de transformer un défaut en avantage. C'est la volonté de prendre la responsabilité d'enfreindre les règles pour un but supérieur, l'efficacité. 14 tigres brûlés en 43. Une percée dans les technologies hypersoniques en 23. Ce sont les maillons d'une même chaîne. Une chaîne forgée dans le caractère russe qui ne reconnaît pas le mot impossible. Victor sauvegarde le projet. Le fichier part vers le serveur de l'usine. Demain matin, dans des ateliers ressemblant à celui où travaillait son grand-père, des machines à commande numérique commenceront à usiner les pièces du nouvel engin. Le métal crissera à nouveau sous l'outil, se soumettant à la volonté de l'homme. L'histoire du sergent-chef Gromov ne s'est pas terminée en 45. Elle ne s'est pas terminée en 78. Elle continue dans chaque plan, dans chaque nouvel alliage, dans chaque décision audacieuse des ingénieurs qui savent « le règlement s'écrit à l'encre, mais l'histoire s'écrit par des actes ». Un homme, ayant risqué de violer l'instruction, a sauvé un bataillon. Son idée, devenue directive, a sauvé le front. Son esprit, transmis à travers une génération, continue de protéger le pays. L'écho de ce coup de feu du ZIS-3 résonne encore. Seulement maintenant, il ne sonne pas comme un coup de feu. Il sonne comme le rugissement d'un moteur de fusée s'élançant vers le ciel.